15/11/2025, nous sommes au quatrième. Quatrième année, jour 265 de la guerre en Ukraine. Soyez les bienvenus, je vous salue. Pour le rapport quotidien, la chaîne grandit et la division War and Tactique accueille toujours plus de membres. Et de plus en plus d'Algecrulaires se manifestent dans la section des commentaires et leur présence se fait sentir dans le nombre de likes sur chaque vidéo. Mais la vidéo d'aujourd'hui, je la dédie surtout aux 71 189 abonnés gratuits. Heureux que vous soyez, comme toujours, au rendez-vous. Une raffinera a encore été touchée, cette fois encore à Ryazan. Chaque jour, un coup au but, ce n'est pas mal, mais il en faudrait un peu plus pour vraiment faire basculer la situation actuelle. J'ai plutôt l'impression que si tout reste comme maintenant. Et là, on parle d'environ 6 à 7 frappes sur différentes raffineries par semaine. Ça. Alors tout cela sera certes coûteux et douloureux, et on ressentira aussi ces pertes sur le front. Mais il en faut bien plus pour maintenir la pression. 2 à 3 frappes par jour, et cela sur peut-être quelques raffineries. Au lieu de disperser autant, ce serait une assez bonne fréquence, ou alors une raffinerie qui ne redémarrera plus du tout. Actuellement, les Ukrainiens continuent les soins de réduire la capacité de production de carburant. Cependant, la plupart du temps, les raffineries continuent à produire sur d'autres installations. Ce n'est pas comme si la raffinerie n'était qu'un complexe, un peu comme une chaîne de montage ou des pièces entrantes au début. Au final, la raffinerie possède plusieurs chaînes de production, pas seulement pour l'essence. Si les Ukrainiens détruisent un composant clé qu'ils ne peuvent remplacer, ils peuvent utiliser d'autres chaînes de production. Cela signifie qu'il faudrait soit toutes les détruire, donc limiter les attaques aux grandes raffineries, soit mener plusieurs attaques sur différentes raffineries. Faisons un bref retour sur la situation globale afin que nous soyons tous de nouveau au même niveau d'information. Depuis juillet 2025, la situation sur le front s'est nettement aggravée, sans toutefois basculer. Le front reste une zone de destruction de 20 à 25 km de large soumise à des frappes croisées de drones et d'artillerie. La Russie a progressivement déplacé cette zone vers l'ouest, notamment dans la région de Pokrovsk, c'est-à-dire près de Donetsk. L'effet et le taux de mortalité sont désormais à peu près au même niveau des deux côtés à l'intérieur de cette zone de destruction. Il convient de le noter. Le front reste moins une ligne fixe, comme nous l'avons vu ces dernières années, qu'un patchwork de petites positions de 2 à 3 hommes avec des espaces entre elles. De petits groupes russes s'infiltrent, s'installent souvent derrière les positions ukrainiennes et se renforcent ensuite. Beaucoup échouent, mais d'autres réussissent à passer. Cela crée une zone grise extrêmement large avec des effectifs différents des deux côtés. Surestimez les cartes de situation. Les principaux points focaux sur le front sont Pokrovsk-Postkantinivka, l'arc autour de Kouljapolik-Pokrovske, à la frontière du triangle Zaporizet-Dniprodonetsk, la région de Laman et la route Izium-Sloviansk. Nous revenons aujourd'hui sur Pokrovsk, car ici il n'y a certes eu pratiquement aucun changement par rapport aux 2 derniers jours, mais c'est pourtant ici qu'il s'est passé, entre guillemets, le plus de choses, contrairement aux autres brèches du front. À Pokrovsk, les Russes restent présents et tentent en sorte de garder les axes logistiques sous pression. Les forces ukrainiennes effectuent encore des rotations, lancent des contre-attaques et gardent les corridors ouverts, mais attaquent un peu rarement pour reprendre du terrain. Elles défendent plutôt de petits points, comme des accès, qu'elles considèrent comme importants. La situation s'est néanmoins détériorée progressivement, car les forces russes continuent de pénétrer dans la ville par le sud. Surtout par cette route et aussi cette route-ci, qui pourrait bientôt, je dirais, être mise en service ou empruntée, s'ils repoussent encore un peu plus l'Ukraine. Et par ces routes, ils continuent de ravitailler et de renforcer les unités dans la ville. Le temps froid et brumeux facilite récemment l'envoi de troupes, accentuant la pression au centre-ville et au nord. Pendant ce temps, l'Ukraine poursuit ses attaques sur l'accès sud, comme on l'a vu ici. Car ici, l'armée de l'air ukrainienne a largué des bombes planantes qui ont touché la route près de la verte Steknar. Comme Pokrovsk, Mirnorad s'est retrouvé en danger immédiat. Ce sont en quelque sorte ces 2 quartiers ici. Le grand danger, c'est qu'ils seraient encerclés en quelques jours si les Russes prenaient complètement Pokrovsk ici. Ici aussi le secteur nord que j'ai dessiné hier. La Russie pourrait alors utiliser des drones hors de la ville pour repousser les unités ukrainiennes de 10 à 15 km. L'Ukraine a renforcé ses flancs,
Mais attaquer ou contre-attaquer coûterait cher et mobiliserait des réserves ailleurs, notamment à Zaporijjia. Pokrovsk n'est pas encore encerclé, et je le souligne expressément, parce que l'autre camp affirme exactement le contraire. Cependant, les drones russes exercent déjà un contrôle du feu en profondeur, ce qui rend un retrait tardif et ordonné du personnel et du matériel beaucoup plus risqué. Et c'est justement une leçon tirée d'Abnivka, en Ukraine. Et lorsque des soldats russes étèrent à Pokrovsk, j'ai toujours répété la même chose dans les rapports de situation. Et j'ai reçu énormément de commentaires stupides. Mais comme je l'ai déjà dit et que je continuerai à le dire, ce que nous voyons ici, c'est un deuxième Abnivka. Et je le dis depuis des semaines. Et maintenant, d'autres reporters le disent aussi, avec 10 à 12 fois plus d'abonnés et une portée 1000 fois supérieure à la mienne. Même si beaucoup disent compte que la perte de la ville serait plus ou moins sans importance, ce n'est pas très bon. Car ensuite vient la ligne du Dnipro, beaucoup mieux fortifiée que Pokrovsk, mais la perte de la ville resterait significative sur le plan opérationnel. Car cela élargirait l'axe russe à l'ouest de Kramatorsk et ouvrirait des voies vers la frontière de la région du réseau. D'ici, les Russes disposeraient d'une nouvelle base pour poursuivre leurs attaques sur la ligne du Dnipro située juste après. Ce qui rend bien sûr la tâche difficile pour les Ukrainiens, car sur les premières seules lignes de défense, il y a principalement des fossés anti-chars, des obstacles anti-chars, des ceintures de mines et des positions de barbelés. Et ce n'est qu'après que viennent les premières positions ukrainiennes. Ce qui signifie qu'entre Pokrovsk et les premiers soldats ukrainiens, il y a tout de même une zone sur laquelle on ne peut pas s'appuyer directement pour continuer à bombarder ou à pilonner la ville. Ou désorganiser les troupes russes qui s'y trouvent au point qu'elles ne puissent pas se regrouper pour une attaque plus importante en direction de la ligne de Dnipro. Oui, à plus au sud, les offensives Rosems continuent, mais elles restent généralement coûteuses et rarement décisives. Les champs de mines arrêtent généralement les véhicules, tout comme les drones vus à la première personne qui les détruisent, et l'artillerie qui achève complètement le travail. Lors d'attaques dans la zone de la mort, les pertes russes augmentent fortement, et il est difficile de les compenser dans la Killsung. Le recrutement compense de moins en moins la qualité, car les primes uniques du côté russe ont fortement diminué et de moins en moins de personnes se portent volontaires pour combattre. Avec l'hiver qui approche, la ligne devrait être plus stable et offrir moins de couverture. L'infiltration, les UMPK, l'appui aérien rapproché et d'autres choses. Les rotations seront également un peu plus faciles. Le levier clé demeure la suppression profonde de l'espace aérien. Les équipes de drones et d'artillerie ennemies doivent être systématiquement traquées, nos propres drones vus à la première personne et la guerre électronique doivent simplement devenir supérieures et être encore développées. Il faut réapprovisionner les ceintures de mines et former des unités rapides pour des contre-attaques courtes et efficaces. Ce que je ne vois presque pas ici. Celui qui prend le dessus dans cette zone de 20 à 25 km dicte généralement aussi l'initiative et le taux de perte de l'autre côté. Même les nouveaux chars d'assaut, version extrême des chars tortues, ne sont souvent touchés qu'après 20 à 25 drones, et parfois détruits seulement après 40. Les mines restent les plus efficaces contre les attaques mécanisées. Ceci est maintenant une source russe. En octobre, 4936 combats ont eu lieu le long du front, soit environ 2% de moins que le mois précédent. Fait surprenant, Prokros concentrait environ 35% des combats, suivi de Kourochov, 16%, et Kostiantynivka, 11,5%. Hier, nous avons étudié l'attaque contre le port de Novorossiysk et constaté que les Ukrainiens ont neutralisé les positions de défense aérienne. La vidéo de la grande explosion sur Telegram circule. Les premières images satellites du complexe de défense aérienne sont désormais disponibles. Ici, on peut voir 4 des 7 lanceurs de défense aérienne S-400 qui ont été repérés 3 jours avant l'attaque. Sur l'image mise à jour, un jour après l'attaque, donc d'aujourd'hui, on voit 2 carcasses calcinées. ARBC Ukraine estime que les 2 lanceurs, entre les autres, ont été irrémédiablement endommagés lors de l'explosion des 2 autres et de leurs munitions. L'ampleur de l'explosion rend cela plausible, si elle a vraiment eu lieu ici. En outre, le radar de conduite de tir, 92 N6, un radar d'alerte précoce, a aussi été détruit. J'ai trouvé cette image assez choquante quand je l'ai vue. C'est pourquoi je voulais la partager. Traduit, le texte sur la vidéo TikTok d'une femme russe signifie qu'elle est reconnaissante envers son frère qui a participé à l'opération spéciale et qui a perdu la vie. Pour qu'elle achète cet appartement avec l'argent. Je n'en dirai pas plus, commentez vous-même dans la section dédiée.
Plus au sud-ouest de Pokrovsk, les Russes ont tenté de franchir le plan d'eau avec des pontos flottants. Donc cette rivière ici, à cet endroit, pour ouvrir une nouvelle voie d'attaque vers le nord. Et en fait, ils voulaient aller ici en direction de Novopavlivka. Mais il s'agit plutôt de couper Drachn ici d'abord, puis de dégager cette route ici. Ils attaquent surtout depuis l'est, mais n'avancent pas ici. Ici, c'est une partie de la ligne de défense libre. Ils ne passent pas ici, ils ont déjà échoué plusieurs fois ici. Alors ils ont pensé qu'ils pourraient avancer ici par Drachn. En même temps, ils ont un peu progressé ici, mais il s'est avéré qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin ici et qu'ils subissaient beaucoup de pertes. Ce village est très bien défendu par les Ukrainiens, ils ont donc besoin d'un autre chemin. Ici, c'est difficile parce que tout est bien fortifié. Ici, il y a un plan d'eau qui sert de barrière naturelle, donc ils l'ont moins bien fortifié. Ce que les Russes ont exploité et ont voulu traverser la rivière ici. D'après ce que j'ai compris, cela a échoué. Ils ont perdu 2 chars et n'ont pas réussi à passer de l'autre côté. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils y étaient déjà parvenus? Ils auraient avancé vers l'est, encerclé les soldats à Drachn ou tenté de prendre ce lieu. Ils auraient ensuite poursuivi vers Novopavlivka, ce qui pose évidemment un problème, car ils contourneraient alors ici la ligne de défense ukrainienne. Merci encore aux membres de la chaîne, à l'équipe ALG et surtout au lieutenant-colonel Renek. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Abonnez-vous, laissez un like, un commentaire et à bientôt pour le prochain rapport de situation.